Un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis, c'est la dernière idée du président américain Donald Trump qui enchaîne les signatures de décrets et les mesures depuis son arrivée au pouvoir la semaine dernière. Mais alors, que compte faire exactement Donald Trump? Comment est-ce que ce bouclier fonctionnerait et de quoi veut-il se protéger? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, pas d'inquiétude, cette semaine, on ne va pas parler que de Donald Trump. Alors évidemment, c'est très important de suivre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Mais il y a plein d'autres sujets aussi qu'on veut traiter dans les prochains jours. Donc on continuera à suivre les États-Unis, mais on évoquera évidemment d'autres sujets dans les prochains jours. Nous devons commencer immédiatement la construction du bouclier antimissile dôme de fer le plus avancé technologiquement. Ces mots, ce sont ceux de Donald Trump devant des élus républicains, donc des élus de son propre camp, qui étaient réunis en Floride ce lundi aux États-Unis. Selon le président, ce nouveau système sera entièrement fabriqué aux États-Unis. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien déjà, il faut comprendre que l'expression de dôme de fer, ça fait donc référence au système de défense israélien, un système qui protège Israël des attaques de missiles, de roquettes, mais aussi de drones. Grâce à lui, Israël peut reconnaître, intercepter et détruire ses roquettes et drones 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peu importe les conditions météorologiques. Alors évidemment, c'est pas un dôme à proprement parler, mais c'est un ensemble d'unités mobiles qui sont posées par exemple sur des camions et qui sont capables de tirer eux-mêmes des missiles guidés par des radars et qui sont capables de rentrer donc en choc en quelque sorte avec des roquettes par exemple pour les faire exploser en plein vol et éviter donc des dégâts beaucoup plus importants. Le dôme de fer, on en a déjà parlé dans ce format des actualités du jour, il a déjà intercepté des milliers de roquettes depuis sa mise en service en 2011. Selon ses concepteurs, il aurait un taux d'interception d'environ 90%, c'est donc pas un taux d'efficacité de 100%, mais tout de même c'est très efficace. Et c'est un système qui est développé depuis 2006 en Israël, sachant que les États-Unis ont fini par apporter leur expertise et à financer ce système à hauteur de plusieurs milliards de dollars à partir de 2011. Bon, Trump a donc présenté ce dôme de fer américain comme un système qui permettrait de contrer les missiles balistiques, hypersoniques, les missiles de croisière avancés ou d'autres attaques de nouvelle génération. C'est ce qu'indique en tout cas une fiche d'information du décret que le média américain CNN a pu se procurer. Bon, mais à noter qu'il n'y a aucune arme de ce type qui a été utilisée pour l'instant contre le territoire américain dans un conflit moderne. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même un développement rapide de technologies militaires dans des grandes puissances mondiales. On peut penser à la Russie, on peut penser à la Chine, on peut penser aussi à l'Iran. Et donc, les États-Unis estiment que c'est une menace potentiel. Et c'est ce qui fait donc que Donald Trump parle de missiles balistiques hypersoniques par exemple. C'est des missiles qui ne viendraient pas de pays juste à côté où a priori il n'y a pas de menace aujourd'hui. Il y a des tensions économiques mais pas de tensions militaires, en tout cas pour l'instant, entre le Mexique et le Canada. Par contre donc Donald Trump estime qu'il peut y avoir d'autres menaces. On peut aussi penser par exemple à la Corée du Nord. Un élément assez intéressant au passage, c'est Christophe Wazinski qui est spécialiste des relations internationales et des questions d'armement, qui était interrogé par le journal L'Echo et qui estime que l'installation d'un tel système, il pourrait par contre remettre en question le principe de dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est donc le fait d'avoir l'arme nucléaire, que la puissance en face a aussi une arme nucléaire, et donc on n'ose pas finalement faire certaines choses, attaquer de telle ou telle façon, par crainte d'avoir en retour donc une attaque nucléaire qui nous serait dirigée. Mais là, ce que dit Christophe Wazinski, c'est que potentiellement, si un pays comme les États-Unis est capable de dire bon bah c'est bon, maintenant on a un bouclier antimissile ultra puissant qui est capable de nous protéger dans tous les cas, et bien peut-être que ça viendrait bouleverser certains équilibres, alors je dis équilibre avec des grosses guillemets, mais certains rapports de force en tout cas qu'on avait jusqu'ici. Bon maintenant, est-ce que c'est réellement possible de mettre en place un dôme de fer comparable à celui qu'a Israël, et ce dans un pays aussi grand que les États-Unis? Eh bien en fait, il faut comprendre que le dôme de fer tel qu'on l'entend habituellement, c'est surtout un dôme qui est efficace contre des attaques menées à courte ou moyenne distance. C'est pas vraiment fait pour des missiles par exemple à portée intercontinentale, mais ce qu'il faut noter, c'est que la défense israélienne a une autre composante qui est appelée Arrow 3, qui est elle capable de contrer des missiles de plus longue portée. Et c'est un système qui a été utilisé plusieurs fois, par exemple pour intercepter des drones et des missiles lancés par l'Iran, ou encore ceux lancés début janvier depuis le Yémen par les rebelles Houthis. Bon, et puis pour nuancer tout de même tout ça, il faut bien noter que évidemment aujourd'hui, les États-Unis, ils ont déjà un système de défense. Simplement, là l'idée serait de mettre en place un plan beaucoup plus important. Alors le document consulté par CNN ne précise pas le coût de ce nouveau dôme de fer américain
américain, ni son calendrier de développement. Ce qu'on sait par contre, c'est que le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a 2 mois pour soumettre un plan de mise en œuvre. On en saura donc davantage dans quelques semaines, mais c'est un point qui me semblait important à aborder aujourd'hui parce que l'on voit qu'il y a une nouvelle escalade militaire qui se déroule en ce moment du côté des États-Unis. Au passage, autre sujet important concernant Donald Trump et qui concerne là aussi le domaine de la défense. Donald Trump a signé ce lundi un décret pour interdire, je cite ses propos, l'extrémisme de genre dans l'armée. Et pour dire les choses simplement, il souhaite bannir les personnes transgenres de l'armée alors qu'elles étaient autorisées à servir dans l'armée jusqu'ici. Les personnes transgenres, c'est donc les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Donald Trump appuie cette décision en estimant que les personnes transgenres pourraient avoir, je cite, de nombreux problèmes de santé mentale et physique qui seraient incompatibles avec le service actif. Mais vous l'imaginez, c'est une décision qui a suscité énormément de réactions, y compris de certaines ONG de défense des droits des minorités. Par exemple, l'ONG American Civil Liberties Union a critiqué cette mesure, la qualifiant de tentative de marginaliser encore plus les personnes transgenres et les exclure encore plus de la vie publique. Il y aurait actuellement au sein de l'armée américaine entre 9000 et 14 000 personnes transgenres sur les 2,1 millions de militaires américains. C'est donc une infime minorité en proportion au sein de l'armée américaine, mais c'est tout de même plus de 10 000 personnes dont la vie et le quotidien pourraient radicalement changer avec cette décision dans les prochains jours. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, mais je vous mets dès maintenant des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a présenté ce lundi au procureur ce qu'il prévoit concernant la lutte contre le trafic de drogue, une priorité absolue selon lui. Il invite notamment à se concentrer sur les organisations criminelles en traquant en particulier les circuits de blanchiment d'argent, donc le fait de dissimuler de l'argent acquis illégalement en faisant croire qu'il vient d'une source légale. Deuxième priorité, les violences aux personnes sans forcément de lien avec le trafic de drogue. Un traitement prioritaire devra selon lui être proposé aux femmes et aux enfants victimes de violences avec des efforts intensifiés contre les crimes haineux comme l'homophobie, le racisme ou encore l'antisémitisme. Les victimes devront globalement être mieux accueillies, informées et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris dans la phase post-sententielle, donc après la condamnation. Gérald Darmanin souhaite aussi l'augmentation de la mise en place d'obligations de quitter le territoire français ou OQTF, ainsi que des expulsions pour les criminels d'origine étrangère. Il aimerait aussi désigner 100 juges pour enfants supplémentaires d'ici à 2027. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième actu, l'Assemblée nationale a voté ce lundi à l'unanimité un texte pour interdire le démarchage téléphonique sans consentement. Concrètement, ça signifie que les démarcheurs téléphoniques ne pourront pas vous contacter si vous n'avez pas donné votre accord. Alors on ne sait pas encore quelle forme ça pourrait prendre, mais ça pourrait par exemple être en s'inscrivant sur une liste qui indique que vous autorisez à ce qu'on vous contacte. Jusqu'ici c'était l'inverse, les démarcheurs pouvaient tous vous contacter, sauf si vous étiez inscrit sur la liste Blocktel. La liste ne bloquait cependant pas tous les démarchages, comme ceux pour la rénovation énergétique par exemple. Alors l'objectif de cette mesure, c'est de réduire le démarchage téléphonique, parfois incessant, mais aussi de limiter la possibilité d'arnaques qui sont assez fréquentes. Pour être adopté, le texte doit désormais être validé au Sénat. Troisième actu, dans la bande de Gaza, les femmes enceintes et leurs bébés sont constamment exposés au risque d'une mort évitable, selon un rapport de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch publié ce mardi. Le rapport cite notamment des soignants et des données d'autres ONG ou encore de l'ONU. Selon l'ONG, l'offensive israélienne dégrade considérablement l'accompagnement et la sécurité des femmes enceintes palestiniennes à Gaza. Elle fait état d'un manque d'hôpitaux et de services de natalité, mais aussi d'équipements. Le suivi des grossesses est rendu compliqué par les bombardements et les déplacements, et l'accès à des structures sécuritaires n'est pas garanti, ce qui empêche les examens qui sont habituellement pratiqués. Les accouchements sont devenus aussi très difficiles. Certaines femmes doivent parfois quitter l'hôpital seulement quelques heures après avoir accouché à cause des flux de blessés. Le manque de nourriture et d'eau crée aussi des complications chez les mères et leurs bébés qui naissent souvent prématurés ou très maigres et ne peuvent pas être prises en charge à cause du manque de couveuses. Après l'accouchement, les femmes ont aussi plus de difficultés à allaiter, aussi à cause du stress des affrontements. Selon la Fédération internationale des plannings familiaux, les fausses couches ont augmenté de plus de 300% à Gaza depuis octobre 2023. Human Rights Watch a appelé Israël à assurer l'accès des Palestiniens aux soins et produits de première nécessité, précisant que le cessez-le-feu seul ne suffira pas à améliorer les conditions de vie des civils à Gaza. Quatrième actu, je voulais vous parler à nouveau de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Goma. De violents combats ont eu lieu
ce lundi, faisant au moins 17 morts et 370 blessés, dont des bébés. On en parlait ce lundi, les soldats du M23, cette milice armée soutenue par le Rwanda, sont entrés dans la ville de Goma, la plus importante ville de la zone du Nord Kivu. Le gouvernement a confirmé la présence de troupes rwandaises dans la ville et a affirmé travailler à éviter le carnage. Goma compte 2 millions d'habitants, dont la moitié qui sont des déplacés suite au conflit. L'ONU a dénoncé une situation extrêmement inquiétante, expliquant se concentrer sur les civils de la ville qui paient le prix le plus élevé. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir quelles zones sont contrôlées par quel groupe, mais les soldats du M23 auraient pris le contrôle de l'aéroport de la ville, selon plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires citées par l'agence de presse Reuters. À noter qu'en marge, des manifestants s'en sont pris à plusieurs ambassades de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, dont celle de la France, en marge d'une offensive du groupe armé M23 dans l'est du pays. Cinquième actu, DeepSeek, une société chinoise d'intelligence artificielle, fait trembler les géants de la tech américaine depuis quelques jours. La bourse américaine s'est ouverte en forte baisse ce lundi. Concrètement, certains grands acteurs de la tech ont fortement baissé en valeur, comme l'entreprise Nvidia, le leader des fabricants de puces destinées à l'IA. Pour vous donner une idée, sa valeur boursière a perdu près de 600 milliards de dollars en une seule journée. Cette crainte est due au fait que DeepSeek pourrait devenir un concurrent sérieux à OpenAI, l'éditeur de l'IA ChatGPT. En fait, l'entreprise chinoise a créé un modèle d'IA conversationnel aux capacités comparables à celles de ChatGPT ou Google, mais qui coûte beaucoup moins cher. Le coût d'entraînement d'une des versions de DeepSeek a coûté 5,5 millions de dollars contre 100 millions de dollars pour la version équivalente de ChatGPT, selon les créateurs des deux IA. Cette différence de coût se répercute aussi sur le consommateur avec des requêtes moins chères. C'était le sujet à la une de notre podcast dédié aux actualités culturelles hier. Le lien est en description si vous voulez creuser le sujet. Et enfin, dernière actu, vous l'avez sûrement appris aujourd'hui, l'animatrice française Catherine Laborde est décédée à l'âge de 73 ans. Elle est connue pour avoir présenté la météo sur TF1 de 1998 à 2017. Elle avait quitté l'émission par surprise, annonçant son départ à l'antenne le 1er janvier 2017. Elle avait par la suite joué dans des pièces de théâtre. En 2018, elle avait annoncé être atteinte de la maladie à corps de Lewy, un type de démence qui partage des symptômes avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, on a publié beaucoup d'interviews récemment sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, je vous mets le lien en description. Mais autrement, vous tapez Hugo Décrypte Interview sur Spotify, Apple Podcast ou autre et vous allez pouvoir les retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.